Amélie Nothomb, bonjour. Bonjour Vous Philippe. publiez un nouveau roman pour cette rentrée littéraire, un roman qui tout de suite a rencontré énormément de succès, qui rencontre énormément de succès. On se voit 15 jours après la sortie, il est numéro 1 des ventes. Et le titre de ce livre, c'est Riquet à la houppe, publié aux éditions Albin Michel, votre 25e livre. Euh, un livre depuis 24 ans, tous les ans, à la même période. Et cette fois-ci, vous vous êtes inspiré d'un conte de Charles Perrault. Alors, on va un petit peu parler de Charles Perrault avant d'entrer dans le vif du sujet. Charles Perrault a écrit un très grand nombre de contes et parmi ces contes, il y avait Riquet à la houppe. Pourquoi ? Pourquoi Riquet à la houppe? D'abord parce que c'est un conte peu connu. Quand j'ai écrit Barbe Bleue, tout le monde savait qu'il s'agissait d'un conte, et même les gens savaient souvent que c'était un conte de Perrault. Riquet à la houppe, les gens ne savent pas ce que c'est, bon, sauf les lettrés, mais la plupart des gens croient que c'est un héros de banlieue, c'est Ricky à la houppe. Non, bien sûr, Riquet à la houppe c'est ce magnifique conte du XVIIIe siècle. C'est une histoire très légère, très savoureuse. C'est un peu une version civilisée de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête est certes un très beau conte, mais que je trouve un petit peu trop énorme. Et puis pas très juste, puisque quand la Belle s'éprend de la Bête, elle lui donne son premier baiser d'amour, et alors la Bête devient un beau prince. Et moi je pose cette question, que voulez-vous que cette Belle fasse de ce beau prince? Elle est tombée amoureuse d'une bête, elle a le droit d'avoir une bête. Dans Riquet à la houppe, c'est beaucoup plus beau. Quand la Belle s'éprend de son homme hideux, il reste hideux. Simplement, elle apprend à aimer sa laideur, et même elle trouve sa laideur très belle. Je trouve ça beaucoup plus juste. De telles choses se produisent vraiment. Vous vous êtes inspiré évidemment de ce conte, comme je le disais, mais et vous l'avez, on pourrait dire dans les grandes lignes, malgré tout, suivi presque à la lettre. Presque à Alors, la lettre, oui. comment, quel est le travail de l'écrivain ? Mais le travail, d'abord, c'est d'aimer profondément le conte depuis longtemps. C'est un conte que je connais depuis l'âge de 3 ans, donc depuis très longtemps. Je me suis souvent réimprégnée de lui. Euh, je suis tombée amoureuse et enceinte de ce conte l'an passé. C'était très facile de l'adapter, c'était pas du tout une technique. J'ai relu le conte, je me suis dit qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux ne pas prendre, qu'est-ce qu'il serait intéressant d'explorer. J'ai même gardé des détails tels que le fait que Riquet est bossu. Il n'y a plus de bossu dans la littérature contemporaine, alors qu'il y en a tant eu jusqu'au début du XXe siècle. Je me suis demandé pourquoi il n'y avait plus de bossu. Eh bien, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, les bosses, ça se soigne par kinésithérapie. Alors voilà, mon bossu suit un vrai parcours de kinésithérapie. Je raconte ce que deviennent les bossus d'aujourd'hui. Alors, ce livre, on va revenir évidemment à l'intrigue, parce que finalement, on l'a peu évoqué. On a un jeune homme sur lequel s'est penchée une fée qui n'est pas très beau, et une jeune femme qui, elle, est très belle. Vous voyez, au moment de sa naissance, il y avait aussi une fée. D'ailleurs, elle a une sœur. Ces deux êtres vont finir par se rencontrer. Alors, qui sont-ils ? Bon, dans le conte de Perrault, ce sont un prince et une princesse, forcément. Un jeune homme est forcément un prince, une jeune femme est forcément une princesse. Ils ont pour point commun, je trouve, d'être extrêmement aristocratiques dans leur comportement, parce que, étant maudits l'un et l'autre, l'un par son extrême laideur, l'autre par son extrême bêtise, à aucun moment ils ne le vivront avec bassesse. Lui supportera allègrement sa laideur et fera preuve de beaucoup d'esprit pour la contourner. Elle prend très vite conscience de son absence d'esprit, preuve qu'elle n'est pas bête. Et au lieu de réagir contre cela avec vulgarité, elle réagit avec beaucoup de classe. Elle est discrète, elle cherche des échappatoires, et elle s'en sort. Oui, mais c'est une princesse. C'est une princesse, mais comment traduire aujourd'hui les princes et les princesses? Eh bien, tout simplement des gens marginaux et bien nés, spirituellement bien nés. Je pense que Mondéoda et Matrémière sont des aristocrates républicains. C'est-à-dire que dans leur solitude, dans le rejet dont ils ont été l'objet toute leur enfance et leur adolescence, au lieu de brandir l'étiquette victime comme on le fait si complaisamment aujourd'hui, ils
ils ont simplement conscience de leur singularité et ne la vivent pas de façon négative. Le prince a pour nom Déodote, qui est un prénom qui existe. Oui. En revanche, la princesse a un prénom qui n'existe pas. Elle s'appelle Trémière, c'est mon... Comme Rose Trémière. Comme une rose trémière, c'est ma deuxième licence poétique en matière de prénom. L'an passé, j'avais une jeune fille qui s'appelait Sérieuse, première invention onomastique de ma part. Ici, deuxième invention onomastique, Trémière. Je ne sais pas si cela fera école, mais après tout, le prénom Rose existe. Pourquoi pas Trémière? Je trouve ça très joli, c'est une rose qui grimpe, ça pourrait faire école. Alors ces deux êtres vont finir évidemment par se rencontrer. Oui, ils se rencontrent et forcément c'est un coup de foudre parce qu'il y a un effet miroir, c'est le négatif l'un de l'autre. Ils ont vécu tous les deux la même exclusion pour une raison physique. D'abord physique, ce n'est pas pour sa bêtise supposée que Trémière est rejetée, c'est pour son extrême beauté. L'extrême beauté est détestée par notre société, encore plus détestée que l'extrême laideur, parce qu'au moins l'extrême laideur suscite une certaine compassion, alors que l'extrême beauté renvoie chacun à sa propre médiocrité. Donc nous détestons tous ce qui nous dépasse, et l'extrême beauté, mais qu'est-ce qu'on peut rêver de plus haut comme destin? Regardez les destins des femmes extrêmement belles comme Greta Garbo, ont été des déserts, des fiascos, elles ont fini seules dans le désespoir. Est-ce que la beauté vous passionne? Complètement. Je ne connais pas de plus haut motif de rester en vie que l'extrême beauté sous toutes ses formes, que ce soit sous forme humaine, que ce soit sous forme musicale, sous forme artistique, parfois même sous forme d'idées. Qu'est-ce qui nous maintient en vie? Qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever le matin? C'est de partir à la chasse à la beauté. Parfois, il suffit d'un trajet de métro pour voir une personne d'une beauté absolument stupéfiante. Et soudain, on a un genou en terre et on sait qu'on va continuer à vivre. Vous avez une autre phrase, l'art a une tendance naturelle à privilégier l'extraordinaire. Oui, ça c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. C'est l'effet Lascaux. Vous savez, Lascaux, cette œuvre d'art, aucune œuvre d'art pour moi n'arrive à la cheville de Lascaux, c'est une œuvre d'ingratitude, car les animaux qu'ont représentés les hommes dans les grottes de Lascaux n'étaient pas du tout les animaux de leur quotidien. Ce n'étaient pas les animaux qui leur ont servi, par exemple, à se nourrir. C'étaient les animaux exceptionnels, les animaux qu'ils ne voyaient presque jamais. L'auroch, l'éléphant, même le cheval qui était rare à l'époque, mais en aucun cas le renne, alors que le renne était la nourriture de base de l'homme préhistorique. Et je pense que, à part quelques natures mortes finalement assez rares, c'est resté. L'art a une tendance à privilégier l'extraordinaire. Il faut un vrai travail intellectuel de l'art pour qu'il commence à s'intéresser à la banalité. Est-ce qu'il y a une morale à toute cette histoire, Amélie Nothomb? Perrault nous en propose deux. S'il nous en propose deux, c'est bien la preuve qu'on peut en proposer d'autres. Moi, celle que je propose, c'est qu'il n'existe aucune malédiction assez grave qu'elle ne puisse être contournée par beaucoup d'esprits. Merci infiniment, Amélie Nothomb, pour ce commentaire autour de votre nouveau roman, dont je rappelle le titre, Riquet à la houppe. On peut relire aussi, non, je pense, Relisez livre, Riquet, c'est délicieux. Le conte de Charles Perrault. Ça fait 10 pages, c'est absolument délicieux. Quand on pense que Perrault pensait qu'il passerait à l'éternité par ses écrits à l'éloge du roi, plus personne ne sait même que Perrault a écrit des choses aussi courtisanes. Et il tenait ses contes pour des petites choses alors que ses contes sont éternels. Merci beaucoup. Alors, Riquet à la houppe, publié aux éditions Albin Michel. Et puis, je vous dis à l'année prochaine, Amélie Nothomb. Je pense que vous ne serez pas débarrassée de moi. Merci.